Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire de restitution des résultats. Donc, présenter un petit peu les résultats de cette enquête Pipi Quiz que je présenterai donc avec Franck, que je me permets de présenter en attendant qu'il puisse se connecter. Tout d'abord, moi, je suis Samita, donc je suis médecin généraliste au Centre régional de l'antibiothérapie d'Île-de-France. C'est une structure publique qui a pour vocation d'appui et d'aider toutes les initiatives de bon usage des antibiotiques en Île-de-France auprès des professionnels de santé. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler, quand est-ce qu'il faut les bonnes indications pour faire des prélèvements, pour traiter, les bonnes durées, ce genre de choses. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2025. Et donc, Franck Barret, qui est cadre de santé hygiéniste au CEPIAS, donc le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins d'Île-de-France, qui, eux, ont dévolu la mission d'hygiène. Donc, voilà, on va voir un petit peu les prélèvements, comment faire les prélèvements de CBU, les règles d'asepsie, ce genre de choses. Et c'est donc là-dessus qu'il va intervenir. Je vais commencer par resituer un petit peu le cas, donner le contexte et vous donner les dernières données de consommation antibiotique et d'antibiorésistance en EHPAD. Pour cadrer un petit peu l'enjeu global, l'antibiorésistance, ça fait partie des 10 priorités de l'OMS, puisque ça fait maintenant 10 ans que l'on sait que si on continue sur notre trajectoire actuelle, les morts imputées à l'antibiorésistance pourraient devenir la première cause de mortalité dans le monde, devant donc les cancers. Comment ça marche? En fait, il y a des impasses. On arrive à des infections, des bactéries pour lesquelles nos antibiotiques ne marchent plus. On n'a plus rien qui puisse fonctionner dessus. Et donc ça, c'est vraiment la consommation d'antibiotiques qui va favoriser ça, puisque ça va donc tuer, quand on utilise un antibiotique dans le sang, ça va tuer les bactéries qui y sont sensibles, mais les bactéries qui y sont résistantes, elles, vont survivre. Et la nature est hors du lit, c'est elles qui vont prendre qui vont prendre la place, qui vont se développer. Et donc, pour la prochaine fois, on risque d'avoir une moindre efficacité de cet antibiotique. C'est ce qu'on appelle la pression de sélection. Quelles seront les conséquences de ça? Les conséquences, c'est que énormément de soins, donc de chirurgie, de transplantation, de greffe, même des soins intraveineux, tout ce qui est invasif pourrait devenir problématique, voire ne plus être possible par risque d'infection à ces bactéries pour lesquelles on n'aurait plus de traitement. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux, quoi. Vraiment une ère post-antibiotique qui serait comme quand on n'en avait pas encore. Pour un petit peu regarder au niveau plus européen, donc ici vous avez une figure qui montre les consommations d'antibiotiques dans le secteur de ville pour les différents pays de l'Union européenne. Alors c'est en DDJ. La DDJ, c'est une unité standardisée, ça s'appelle la dose définie journalière. C'est une unité standardisée, sans trop rentrer dans les détails, qui permet en fait de comparer les classes antibiotiques les unes avec les autres et au sein d'une même classe. Donc en fait, quand on regarde les meilleurs élèves, donc vous les voyez tout en haut, c'est les Pays-Bas. Et en dessous, le deuxième au milieu, vous voyez la moyenne européenne. Comme vous le voyez, nous, on n'est quand même pas parmi les meilleurs. Pour autant, quand on essaie de regarder les différentes couleurs, vous voyez que chaque couleur est en fait une classe d'antibiotiques. Et la classe d'antibiotiques sur laquelle on a le plus de différence avec, par exemple, la moyenne européenne, c'est le bleu clair, et donc les pénicillines, l'amoxicilline, l'augmentin. Donc au final, il y a d'autres antibiotiques qu'on gère quand même pas trop mal. C'est surtout aussi là-dessus qu'il y a des efforts à faire, mais donc ce sont des choses qui sont faisables, quoi. Si on regarde maintenant en zoomant sur notre territoire et en s'intéressant cette fois-ci aux EHPAD, je vais vous présenter des données des EHPAD avec PUI, donc pharmacie à usage intérieur, qui sont souvent rattachés donc, à un établissement de soins, et sans PUI. Donc ici, on commence par les EHPAD sans PUI. On voit à droite, en 2023, vous voyez la répartition des consommations antibiotiques par région. Et donc, on va commencer par la figure de gauche, qui est celle de l'ensemble du pays. Et on voit qu'en fait, la cinétique de consommation en EHPAD, elle est quand même pas mal du tout, puisqu'on avait une diminution avant le Covid, puis on a eu la période Covid qui est assez particulière, donc entre 2020 et 2022. Et là, en 2023, on a repris cette tendance baissière, ce qui est quand même très positif, avec une DDJ par 1000 habitants par jour de 39,3. Et donc, quand on revoit à droite les différentes régions, on voit qu'en Île-de-France, on est quand même plutôt pas mal. On est vraiment en dessous de la moyenne nationale, ce qui est quand même bien. Et pour un petit peu vous remettre en contexte les choses,
Il faut comparer ça au fait que la consommation en Île-de-France d'antibiotiques sur tout le secteur de la ville, elle est supérieure de 10% à la moyenne nationale. Donc, vous voyez, les EHPAD contrebalancent quand même beaucoup, donc c'est très très bien. Et il faut continuer ça sur, cette fois-ci, les EHPAD avec PUI, donc avec pharmacie à usage intérieur. On voit, les données, c'est un peu plus compliqué puisqu'on peut regarder qu'à partir de 2019-2020, il y a eu des changements de formule, de consommation, de nomenclature. Et on voit effectivement, quand on regarde en bas sur l'abscisse, que par exemple, en 2022, il y a 444 établissements qui ont envoyé leurs données et dont 18 seulement en Ile-de-France. Voilà, il y a moins de chiffres. Mais pour autant, on voit en pointillé orange, on a la consommation totale en France, et en pointillé bleu, on a la consommation en Île-de-France, pareil, c'est plutôt pas mal, et on est à peu près au même taux que ce qu'on aurait pour les EHPAD avec PUI, dans des chiffres à peu près similaires. On voit en dessous les quatre courbes, surtout les trois premières, que l'essentiel de la consommation antibiotique dans ces établissements-là se fait sur l'amoxicilline acétylclavulanique, donc l'augmentin, et l'amoxicilline seule. Donc ça recoupe ce qu'on disait tout à l'heure à l'échelle nationale. Si on regarde maintenant, on revient sur la résistance, les résistances, puisque c'est ça au final que l'on veut éviter, diminuer les résistances aux antibiotiques des bactéries. Là, on voit que les choses sont beaucoup moins positives, même s'il y a des éléments pour expliquer tout ça. On va commencer par la gauche. Vous voyez le taux de résistance. Donc, c'est l'Escherichia coli, qui est la bactérie la plus fréquente dans les infections urinaires, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. BLSE, donc productrice de bêta-lactamine spectre étendu, donc résistante à l'amoxicilline, à l'augmentin notamment. Et on voit que le taux en Île-de-France est assez élevé. Il est vraiment, on est les champions du territoire. On est bien au-dessus. Et quand on regarde donc sur la partie de droite qui montre donc la première courbe, celle qui est tout en haut, en pointillé vers le pourcentage de résistance en EHPAD versus en Île-de-France, pardon, versus celui en pointillé noir qui est au niveau national, on voit qu'on est bien au-dessus. Donc voilà, ce sont des données qui sont pas très bonnes, surtout pour l'Île-de-France. Pour autant, je vous ai mis un petit attention en haut. Il faut voir qu'en fait, en EHPAD, il y a beaucoup moins de souches qui sont analysées que de manière générale en ville, puisqu'on voit il y en a 625 en EHPAD, tout confondu en 2023, contre plus de 80 000 en ville. Donc ça permet quand même de nuancer un petit peu les choses. Il faut aussi se dire que possiblement, qu'il y a un retard par rapport aux consommations, donc il ne faut pas que ça démoralise non plus. Possiblement que voilà, d'autres causes qui puissent expliquer ça, mais il faut continuer nos effets et nos efforts, pardon, et je pense qu'on aura justement les effets. Si on regarde au niveau vraiment départemental, donc là c'est le plus zoomé, donc vraiment sur l'Île-de-France, je suis désolé, c'est assez pixelisé, j'ai pas trouvé en meilleure qualité. On voit que c'est quand même assez disparate. On a des chiffres qui vont du simple au triple. Pour autant, ces chiffres-là, encore une fois, c'est à nuancer puisque je vous ai mis sur la partie gauche le tableau avec comment dire, le nombre de souches envoyées. Donc, on voit par exemple que la Seine-et-Marne a des taux beaucoup plus bas. Pour autant, elle a envoyé 72 souches contre 197 pour les Hauts-de-Seine. Donc, il y a des disparités qui ont probablement une réalité, mais qui peuvent aussi s'expliquer par le nombre de souches envoyées qui est assez faible, encore une fois. Maintenant, on va passer à l'enquête Pipi Quiz en elle-même, maintenant qu'on a redéfini un petit peu quel était le contexte et quelles sont les données. Alors, je ne sais pas si Franck a pu nous rejoindre, je ne suis pas sûr. Si, je suis là. Ah, super, parfait. Bonjour, bonjour Franck. Alors, je me suis permis de te Bonjour, présenter à tout Samy. le monde. Désolé pour le Donc, problème je vais technique, hein. pouvoir. Non, non, mais voilà, ça arrive. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer les diapos. Donc, je te laisse maintenant prendre la parole pour nous présenter un petit peu les pipi quiz en quelques chiffres pour vous montrer un petit peu les réponses, les profils des gens qui ont répondu. Donc là, je vais vous présenter donc, les répondants au questionnaire. Donc, au niveau des aides-soignants, on a eu 107 réponses en tout. Et alors, c'est aides-soignants ou faisant fonction d'aide-soignants. Pour la catégorie des infirmiers, on a eu 192 réponses pour les infirmiers et 80 réponses pour les prescripteurs. À savoir que ce questionnaire, il avait été soumis lors de la semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques qui s'est déroulée du 18 novembre au 25 novembre. Et on l'avait donc fait de la communication en amont. Donc on voyait très bien en fait au niveau du 15 novembre là, qu'il y a un pic de réponse en fait juste en amont.
Et on a fait une nouvelle communication pour ressolliciter, parce qu'il était à disposition jusqu'au 5 janvier. On a fait une nouvelle communication via des mails et via nos sites, notamment vers le 13 décembre. Et vous voyez qu'on a un deuxième pic de réponses après cette nouvelle communication. Si on regarde au niveau du département d'exercice, on constate que très majoritairement, les répondants viennent de la région francilienne. À noter qu'il y a quasiment un quart de réponses hors Île-de-France pour les infirmiers et les médecins. Les départements sont grosso modo bien répartis. On a à peu près la même répartition des départements. Diapo suivante. Regardons maintenant au niveau de l'ancienneté d'exercice des répondants. On constate qu'il y a une majorité de personnels qui ont une expérience assez importante. On a entre 60 et 80% des répondants qui ont plus de 3 ans d'expérience. Plus attentivement, regardons les médecins. Au niveau des médecins, on a une petite différence au niveau de... Ils paraissent un petit peu plus récents, c'est-à-dire qu'on a un bon quart, on a plus d'un quart des répondants qui ont entre moins d'un an jusqu'à 2 ans d'expérience. Donc peut-être que des répondants médecins prescripteurs, en tout cas, un peu plus jeunes en exercice. Et si on regarde les réponses qu'on a pu avoir, on en dégage en fait 3 messages clés concernant les infections urinaires en EHPAD. Premièrement, avant, c'est-à-dire que réaliser un examen lorsqu'il est utile ou adapté pour traiter l'infection et pas une colonisation. Le pendant, c'est-à-dire comment réaliser un prélèvement de qualité afin de ne pas traiter des contaminations. Et enfin, il y a l'après, c'est-à-dire c'est comment adapter et arrêter le traitement et savoir quand contrôler pour ne pas détruire le microbiote et sélectionner des germes qui sont résistants. Merci beaucoup, Franck. Je t'en prie. Effectivement, on va détailler ces 3 messages-là, qui sont ceux qui se sont dégagés en vous montrant un petit peu vos réponses qui nous ont orientés vers ces messages-là. On va commencer par le premier. Alors, voyez, on a des petits slogans, on aime bien les petits slogans. Donc, le premier, qui est donc l'avant, donc pipi qui pue, pas de BU ni de CVU. Alors, du coup, on va rentrer un petit peu dans les détails. Les urines malodorantes, c'est vraiment un message qui est très important. Des urines foncées et qui puent ne sont pas forcément une infection urinaire. Une pipi qui pue, c'est pas forcément une. Ben, c'est pas mal de slogans, on a bien mis le décliné celui-là. Puisqu'en effet, si les patients les résidents qui ont des urines troubles et malodorantes, qui ont des infections urinaires vont avoir plutôt ces urines troubles et malodorantes, c'est pas parce que votre résident ou votre patient a des urines troubles et malodorantes qu'il a forcément une infection urinaire. Quand ce signe-là est pris isolément, qu'il n'y a que celui-ci qui est présent, c'est un signe d'hydratation avant tout le reste et de déshydratation. Et donc la déshydratation, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les personnes âgées, chez les résidents en EHPAD. Pourquoi, du coup, faire des ECBU, trouver, chercher ces choses-là par des examens urinaires est un problème? C'est parce qu'en fait, si les urines sont stériles la plupart du temps, il y a quand même a priori un neurobiome, donc des bactéries, tout comme on a des bactéries dans le tube digestif, il est probable qu'on ait des bactéries dans la vessie et qu'on se rend compte qu'en fait, chez les personnes âgées, notamment dans les institutions donc institutionnalisées, on a quand même beaucoup de gens qui ont une colonisation urinaire ou un autre nom pour dire la même chose qui est une bactériurie asymptomatique. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas d'infection, qui n'ont pas de maladie, mais qui ont des bactéries dans les urines voilà, de façon sans que ce soit un problème. Ça représente quand même 50% des résidentes ou des patientes en EHPAD. Donc voilà, retenez que une résidente sur 2 en EHPAD a des urines colonisées sans qu'elle ait une infection, et c'est 15 à 40% chez les hommes. Et donc, quand on regarde même sur des patients et des résidents qui ont du matériel, donc une sonde urinaire, après 1 mois, 100% auront ça. Et donc, finalement, d'accord, on évite de faire des ECBU pour essayer quand c'est pas indiqué, parce qu'on risque de trouver des colonisations, mais pourquoi pas faire une bandette urinaire finalement? C'est rapide, ça permet parfois un petit peu de dépatouiller les choses. Alors certes, ça a de bonnes valeurs prédictives négatives, c'est-à-dire que quand c'est négatif, on peut plutôt y faire confiance, mais pour autant, il y a quand même beaucoup
de faux résultats, à la fois des faux positifs dans un premier temps, un patient ou plutôt une patiente, pour le coup une résidente, dont le prélèvement est contaminé par la flore vaginale va avoir donc des nitrites, voire des leucocytes. Un résident, une résidente avec une sonde vésicale, même chose. Et il peut y avoir aussi des faux négatifs, même si on a vu que la valeur prédictive négative, comme je viens de le dire, était plutôt bonne. Un résident qui va avoir une glycosurie, donc du sucre dans les urines, par exemple, dû à un diabète, une protéinurie due à une insuffisance rénale chronique, ou quand même des antécédents qui sont assez fréquents dans cette tranche d'âge, va avoir des prélèvements où on va faussement ne pas détecter de leucocytes. Même chose, il y a certaines bactéries qui ne produisent pas les nitrites, qui est le second paramètre qui est analysé par les bandelettes urinaires. Pareil, un résident qui a un traitement diurétique, ça peut aussi également faussement négativer le prélèvement. Donc, vraiment, la bandelette urinaire, c'est quelque chose qui est assez peu fiable, malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'il est mieux d'essayer de ne pas s'en servir, puisque parfois, on peut se retrouver dans des situations où on n'est pas certain de la fiabilité de ce qu'on trouve, ou qu'on ne trouve pas d'ailleurs. Finalement, on pourrait se dire d'ailleurs, OK, pas de CBU, pas de BU, il ne faut pas traiter les colonisations. Mais pourquoi il ne faut pas traiter les colonisations? Techniquement, pourquoi pas traiter chez ces personnes âgées? Et ça pourrait les aider, éviter les infections, améliorer leur vie. Malheureusement, non. Il y a eu pas mal d'études, il y a une revue de la littérature assez riche là-dessus. On se rend compte qu'il n'y a à la fois pas de bénéfice pour les patients, ils n'ont pas moins d'infections urinaires, ça ne diminue pas la prévalence des infections urinaires chez eux, ils ne vont pas moins mourir de ces infections-là, et même leur qualité de vie ne va pas être améliorée par un traitement des bactériuries asymptomatiques. Il y a tous les risques associés au traitement, donc les effets indésirables, la résistance, comme on a vu, voilà, on sélectionne avec la pression de sélection des bactéries résistantes, et on va se retrouver avec la prochaine fois des bactéries, il faut trouver d'autres antibiotiques puisqu'ils sont résistants à ceux qu'on a déjà utilisés. Et il y a évidemment un coût pour la société, un coût de manière générale, et une altération du microbiote, essentiellement le microbiote qu'on a dans le tube digestif, toutes les bactéries dont le tube digestif a besoin pour fonctionner. Il y a 3 exceptions à cette règle de ne pas traiter les colonisations. C'est les chirurgies urologiques, puisqu'on va toucher à l'arbre urinaire, et donc il faut qu'on soit sûr que tout soit stérile pour ne pas diffuser quelque chose. Les neutropénies avérées, donc des patients qui sont vraiment avec un taux de leucocytes, de CD4 qui est bas, donc c'est pas tous les jours qu'on a ça. Et la grossesse, mais bon, ça, a priori, ça ne concerne pas forcément la population gériatrique. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait devant des urines qui sont troubles et malodorantes? Voilà, on n'en sait pas plus qu'un résident ou une résidente a des urines troubles et malodorantes. On fait quoi? Donc déjà, la règle, pipi qui pue, pas de BU, pas de CBU. On ne fait pas de prélèvement urinaire tant qu'on n'a pas regardé le reste, à savoir déjà dans un premier temps, ce qu'il faut toujours faire, c'est surveiller les apports du patient. Est-ce que mon résident boit? Est-ce qu'il urine? Puisque, comme on a vu, si c'est isolé, c'est avant tout un signe de déshydratation. Et en corrigeant ces apports-là, on peut résoudre le problème. Et finalement, c'est ça. Il faut chercher si c'est bien isolé. Est-ce que c'est le seul symptôme? Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc pour ça, on va essayer de chercher d'autres signes qui nous orienteraient vers une infection, mais des signes généraux, de la fièvre, ou au contraire une hypothermie, une modification de la cognition, un patient confus, des chutes inhabituelles, un patient qui ne chute pas, qui va commencer à le faire, une somnolence, une perte d'appétit, une dépendance qui s'aggrave ou qui apparaît. Donc là, c'est vraiment, ici, je m'adresse à tout le personnel paramédical, donc les AS, faisant fonction d'AS et IDE. C'est vous qui passez le plus de temps avec les résidents, c'est vous qui connaissez. Moi, à titre personnel, quand je passe dans une EHPAD, je ne vois pas le patient, le résident, je ne suis pas avec lui ou elle tout le temps. C'est vous qui aurez vraiment cet œil de savoir, voilà, là, le patient et le résident, il n'est pas comme d'habitude, il chute, il est confus, j'ai l'impression qu'il est somnolent, il y a des troubles de déglutition, il n'avait pas ça avant. C'est vraiment là où vous avez un rôle essentiel à jouer pour accompagner les prescripteurs. On va aussi donc chercher des signes plus spécifiques d'une infection urinaire. Et donc là, je les ai tous mis, donc des urines plus fréquentes, une difficulté à uriner, des urines impérieuses, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se retenir chez un résident qui pouvait, des urines sanglantes, c'était du sang mélangé aux urines, voire que du sang, et des urines douloureuses, évidemment, les brûlures, qui sont les plus connues chez les patients plus jeunes, qui sont parfois un petit peu moins chez les personnes âgées. Il peut y avoir aussi une incontinence qui apparaît, qui s'aggrave, des douleurs quand on palpe vraiment au niveau de la vessie, donc au niveau suspudien, voire dans les lombaires, donc derrière, en bas des côtes. Et ça, c'est ce qu'on va rechercher à l'examen clinique. Et donc, c'est si on a ces signes d'infection-là, que pour certains, vous pouvez, même sans être prescripteur,
ou médecin retrouvé, c'est si on a ces signes-là qu'on va se dire, OK, là, il y a besoin d'un avis médical, là, il y a forcément quelque chose qui se joue, il faut qu'on aille vérifier en tout cas. Je vous ai aussi rajouté le fait que si le patient ou le résident a une sonde urinaire à demeure, là, effectivement, ça change un petit peu les choses puisque les symptômes peuvent être modifiés. Donc, c'est toujours bien de prendre un avis médical quand il y a des urines foncées dans la poche pour une sonde urinaire à demeure. Je vous montre un petit peu les réponses. Je vous ai entouré un petit peu celles où c'était le plus embêtant. Donc, vous voyez à chaque fois, pour chaque question, vous avez l'intitulé de la question, puis un code couleur pour les différents répondants. Et vous voyez que sur une patiente continente avec des urines foncées sans plus de renseignements, il y a quand même un certain nombre d'interrogés, de répondants qui vont vouloir aller à la bandelette urinaire, à l'ECBU d'emblée, alors que vraiment, ce qui est important avant de faire ça, c'est donc voilà, surveiller les apports, rechercher d'autres signes. Vous êtes beaucoup à avoir répondu ça, donc les deux dernières choses, mais il faut que ces deux derniers items retardent la bandelette urinaire et le CBU et conditionner ça au fait de faire un ECBU si on trouve ces symptômes-là. Là, on avait une question, c'était sur un patient, cette fois-ci sondé, avec les urines foncées. Même chose, vous voyez, il y a quand même un certain nombre, près un tiers, qui va vouloir faire une BU dans le collecteur ou dans les urinaires, voire un ECBU avant l'avis médical. Là, il faut prendre un avis médical et surveiller les apports, mais ne pas tout de suite lancer les examens. Et enfin, sur les QCM, voilà, là, celui que je vous ai entouré, le CBU n'est jamais systématique en cas d'urine trouble, toujours à corréler. Je vous ai remis ici une communication, donc c'est fait par le CRATB d'Auvergne-Rhône-Alpes et le CPS d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui montre en fait un arbre diagnostic à faire voilà, quand on a une suspicion d'infection urinaire, que je trouve vraiment pas mal et que vous pouvez utiliser. Je vais maintenant passer la parole à Franck et on va faire pareil, je vais passer les diapos au fur et à mesure. Je t'en prie, Franck. Donc, du coup, là, maintenant, je reviens sur le pendant. En fait, c'est comment réaliser un examen cytobactériologique des urines qui soit correctement réalisé. Diapo suivante. Donc, l'objectif d'un SEBU, c'est d'identifier et de rechercher la présence d'un micro-organisme dans les urines chez un résident, comme on l'a présenté Samy, qui présente des signes cliniques d'infection urinaire. L'idée est de recueillir des urines de manière aseptique et en milieu de jet, et dans l'idéal est d'attendre un minimum de 4 heures après une miction afin de recueillir ces urines. Bien évidemment, il faut aussi respecter les conditions techniques nécessaires au prélèvement. Il faut identifier donc le prélèvement au nom et prénom du résident et veiller à ce que le transport soit acheminé soit idéalement directement au laboratoire ou alors veiller à ce que l'échantillon soit bien conservé à un maximum de 12 heures et à 4 degrés si jamais vous devez retarder l'acheminement. Diapo suivante. Donc ici, on est d'accord, on est dans un EHPAD. Mais j'ai quand même néanmoins, si vous avez des résidents qui sont autonomes et capables de réaliser seuls, pour rappel, je vous ai mis là le mode d'emploi d'un prélèvement d'urine que le résident pourrait faire seul. Donc effectivement, on va l'informer qu'il faut attendre un minimum de 4 heures, qu'il devra prendre en milieu de jet et aussi que en préalable, il faut qu'il réalise une toilette au savon d'eau et à l'eau et se laver les mains, bien évidemment. On préférera une désinfection des mains par friction hydroalcoolique pour respecter les conditions d'asepsie. Et ensuite, on veillera à faire une antisepsie avec un désinfectant aqueux ou gynécologique. Et il faudra veiller à ce que ne pas contaminer le flacon, donc on ne met pas les doigts dedans. Donc il faut lui dire que poser le couvercle à l'envers et manipuler à l'extérieur le flacon pour qu'il urine directement dans le flacon au milieu du jet. On ferme hermétiquement le flacon et là, le soignant pourra identifier le prélèvement directement pour l'envoyer au laboratoire. Diapo suivante. Alors, là, si jamais votre patient est continent, mais dans l'incapacité de réaliser seul le recueil. Donc, toujours, on verra attendre un minimum de 4 heures après la dernière mission. Là, vous, en tant que soignant, vous allez réaliser une désinfection des mains par friction hydroalcoolique. Vous allez porter des gants non stériles à usage unique afin de vous protéger de tout contact avec les muqueuses et des liquides biologiques.
Vous réaliserez une toilette intime à l'eau et au savon doux. Donc, petit rappel, chez l'homme, il faudra décaloter en amont le gland. Et ensuite, il faudra bien rincer et sécher et avec une serviette propre. Ensuite, vous retirerez votre paire de gants non stériles, réalisez une désinfection des mains par friction hydroalcoolique et vous mettrez une nouvelle paire de gants non stériles afin de réaliser la désinfection des muqueuses à l'aide de compresses stériles imprégnées d'une solution antiseptique, aqueuse ou gynécologique et au moins une application. Ensuite, vous allez ouvrir votre flacon stérile, poser le couvercle à l'envers pour ne pas contaminer l'intérieur. Vous évitez de toucher l'intérieur du flacon. Vous laissez couler le premier jet d'urine et vous recueillez les urines en cours de miction. Puis, comme tout à l'heure, vous fermez hermétiquement votre flacon sans toucher l'intérieur, toujours. Identifiez le prélèvement avec une étiquette du résident. Et là, vous pouvez maintenant retirer votre paire de gants non stériles que vous éliminerez selon la filière habituelle, c'est-à-dire dans les déchets d'activités de soins non dangereux. Et ensuite, on réalise une désinfection des mains par friction hydroalcoolique. Dans le cas où vous avez un résident de sexe masculin qui est incontinent, pour réaliser l'examen cytobactériologique des urines, vous pouvez poser un étui pénien avec un collecteur stérile. Pour cela, vous désinfectez vos mains par friction hydroalcoolique. Vous portez des gants non stériles à usage unique pour réaliser une toilette intime à l'eau et au savon. Vous rincez, séchez avec une serviette propre. Vous retirez votre paire de gants non stériles et redésinfectez vos mains par friction hydroalcoolique afin de venir mettre une nouvelle paire de gants non stériles sur vos mains désinfectées. Vous réalisez du coup la désinfection des muqueuses avec une compresse stérile imprégnée d'une solution antiseptique aqueuse ou gynécologique, et toujours avec au moins une application. Vous ouvrez et mettez en place l'étui pénien et le raccordez à un collecteur stérile. Vous retirez votre paire de gants non stériles et réalisez une désinfection de vos mains par friction hydroalcoolique. Et là, vous surveillez régulièrement l'apparition d'urine dans le collecteur afin de récolter des urines fraîches. Une fois que vous avez des urines qui sont présentes dans le collecteur, vous allez désinfecter vos mains par friction hydroalcoolique, venir mettre une paire de gants non stériles à usage unique. Et là, pareil, vous allez ouvrir un flacon, le manipuler sans toucher l'intérieur, poser encore et toujours le couvercle à l'envers et vous allez recueillir un échantillon d'urine au niveau du collecteur, puis vous refermez votre flacon hermétiquement sans toucher l'intérieur, identifiez le prélèvement et vous retirez alors votre paire de gants non stériles que vous éliminez dans les déchets d'activités de soins non dangereux, typiquement comme ce qu'on appelait avant les DAOM. Et vous réalisez bien évidemment une désinfection des mains par friction hydroalcoolique avant de sortir de la chambre. Chez un résident de sexe féminin qui serait incontinent, là, il va falloir que vous réalisez un sondage aller-retour après un avis médical. Pour rappel, il est recommandé que pour le sondage évacuateur qui est isolé, soit réalisé avec le même niveau d'asepsie que la pose d'une sonde à demeure et avec un système clos de drainage des urines. Donc, on veillera à réaliser des frictions hydroalcooliques à des temps bien définis, c'est-à-dire avant de contact avec le patient, avant de sortir de la chambre, avant de porter des gants, au retrait des gants. Pour ma tenue professionnelle, je la protège avec un tablier afin d'éviter toute projection d'urine. Et je veillerai à porter des gants stériles et des gants non stériles que je vais détailler juste après. Un masque chirurgical éventuellement pour éviter tout risque de projection vers la bouche et le nez. Ensuite, le résident, vous l'installez confortablement en décubitus dorsal. Vous préparez votre matériel sur un support qui a été désinfecté et vous disposez un champ stérile dessus. Préalablement à la pose, vous allez réaliser une toilette urogénitale en mettant tout d'abord, vous désinfectez les mains, vous allez mettre des gants non stériles
et vous allez faire une toilette à l'eau et au savon. Vous retirez votre paire de gants, vous désinfectez vos mains avec une friction hydroalcoolique et vous allez faire l'antisepsie de la muqueuse à l'aide de compresses stériles qui sont imprégnées d'un antiseptique aqueux ou gynécologique. Vous retirez votre paire de gants non stériles, vous frictionnez les mains et là, vous allez désinfecter vos mains et porter des gants stériles cette fois-ci, parce que là, vous allez être en contact avec du matériel stérile, la sonde et la poche qui sont stériles. Vous allez, du coup, si votre poche n'est pas déjà connectée à votre sonde, il va falloir les connecter, mais il vous convient de privilégier des sondes qui sont préconnectées à un connecteur. Vous pouvez lubrifier la sonde si nécessaire. Et là, vous allez introduire la sonde déjà connectée de manière aseptique, sans forcer, et jusqu'à l'apparition d'urine à l'extrémité de votre sonde. Vous allez attendre la vidange complète de la vessie et vous retirerez votre sonde et l'éliminerez en fait en filière des déchets d'activité de soins non dangereux, comme les DAOM. Bien évidemment, il convient de tracer ce soin, c'est-à-dire que vous allez noter dans le dossier du résident la date et l'heure du sondage, quel calibre vous avez utilisé, la quantité d'urine évacuée. Diapo suivante. Si votre résident est porteur d'un sondage urinaire à demeure, là, il convient de privilégier des sondes urinaires qui sont munies d'un site de prélèvement sans aiguille, afin de prévenir tout risque d'accident d'exposition au sang. Vous allez respecter le système clos. Donc pour cela, il convient de ne jamais déconnecter la sonde urinaire du sac collecteur des urines et ne jamais ponctionner dans le sac collecteur. Donc, le résident qui a une sonde urinaire, et que vous avez besoin de faire un ECBU, vous allez clamper la sonde urinaire avant le prélèvement. Et là, une fois que vous avez attendu un petit temps, vous allez pouvoir aller de retour chez le résident et vous allez réaliser une désinfection des mains par frisson hydroalcoolique. Vous munissez d'une paire de gants non stériles à usage unique et vous allez désinfecter le site de prélèvement avec une compresse stérile qui est imbibée d'alcool à 70%. Vous allez prélever une quantité d'urine nécessaire à l'aide d'un système de prélèvement sous vide. Un corps de pompe qui est muni d'un adaptateur LER et d'un tube sec de 10 millilitres. Tout cela pour éviter de percer et d'engendrer des fuites et également pour éviter tout risque d'AES avec une aiguille. Vous allez ôter l'ensemble du système et jeter l'ensemble corps de pompe plus l'adaptateur sans les désadapter, toujours prévention des accidents d'exposition au sang, et vous jetez tout l'ensemble dans un conteneur pour objet perforant. Toujours le prélèvement à identifier avec une étiquette au nom du résident. Vous retirez la paire de gants non stériles que vous éliminez dans les déchets d'activité de soins non dangereux. Vous réalisez une désinfection des mains par friction hydroalcoolique. Si on regarde les réponses des professionnels au niveau de la réalisation de la CBU, on constate que encore moins d'un tiers, environ un tiers, pense récolter les urines du premier jet. Du coup, ça, c'est à améliorer. Du coup, tout le monde ne sait pas qu'il faut attendre le premier jet et récolter en milieu de jet les urines. De même, la réalisation d'une toilette intime à l'eau au savon reste à améliorer. On a encore près de 20% en fait, des répondants qui ne font pas de toilette intime, à l'eau et au savon. Et pareil, on constate, on a un axe d'amélioration également au niveau des mictions, c'est-à-dire que attendre 4 heures après la dernière miction, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé encore pour le moment. On a près de la moitié des répondants et chez les aides-soignants, beaucoup plus, hein. On a 85% des répondants qui n'attendent pas les 4 heures après la dernière miction. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire passer comme message aujourd'hui, c'est on attend 4 heures si possible, on récolte en milieu de jet et toujours réaliser une toilette intime à l'eau et au savon avant de réaliser le CBU. Et la dichotomie entre gants stériles et non stériles, effectivement,
Ça, on va vous le détailler après dans les messages. Merci beaucoup, Franck, pour ce protocole détaillé. Effectivement, c'est très utile. Moi, je sais quand je suis un petit peu des choses comme ça, parfois, je sens à me poser beaucoup de questions. Le fait d'avoir tous les détails, c'est vraiment pratique. Et je vous invite d'ailleurs, on vous transmettra évidemment les diapositives. Vous pouvez utiliser ça comme protocole pour faire les différents prélèvements dans chaque situation. On va passer maintenant au troisième message qu'on souhaitait vous transmettre, qui est donc l'après, une fois qu'on a mis une antibiothérapie initiale pour traiter une infection urinaire. Qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, comment on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? De manière générale, ce qui est important, c'est de savoir qu'aucun traitement antibiotique, même sur une courte durée, même en probabiliste, même rien n'est anodin. C'est pour ça qu'on vous dira toujours d'essayer de différer cette antibiothérapie initiale jusqu'au réstable de CBU si vous le pouvez. Si votre patient suspectez une infection urinaire et le résident tolère bien, il n'y a pas de signe de gravité, il n'y a pas de signe de susceptibilité à des infections bactériennes, il n'y a pas de signe d'infection urinaire plus haut, donc de pyélonéphrite, là, vous pouvez temporiser, on prélève l'examen, puisque cette fois-ci, on a les signes cliniques, donc on peut prélever un ECDU et on essaye d'attendre les résultats de cet ECDU pour traiter. C'est très important puisque attendre ces résultats pendant 2 jours, ça change pas mal de choses, puisque les études montrent qu'il y a à peu près plus 4% d'effets indésirables par jour d'antibiothérapie pris. Vous voyez ici, là, c'est tiré d'une étude que vous avez en dessous, où en gros, ils ont comparé des durées différentes. On voit que quand on passe de 3 à 5 jours, on a plus 9% d'effets indésirables. Vous voyez, le fait d'attendre ces 2 jours, c'est pas anodin finalement, ça peut jouer sur la tolérance du patient, en plus évidemment de jouer sur la distance, puisque je vous ai détaillé les principaux effets indésirables qu'on va retrouver le plus fréquemment dans les antibiothérapies qui sont données pour des infections urinaires. Ça peut provoquer des douleurs abdominales, des diarrhées, voire des colites à Clostridium difficile. Donc ça, c'est des patients qui vont avoir besoin de nouveaux traitements antalgiques, qui vont avoir besoin d'attention, qui peuvent être plus confus, qui peuvent moins manger. Voilà, en dessous, vous avez la confusion, c'est un patient qui peut chuter, c'est un résident qui, pareil, va moins manger. Pareil pour les candidoses, donc une candidose buccale, bah, c'est un résident qui va moins boire, moins manger, donc il peut se dénutrir avec tous les effets que ça peut entraîner. Et en plus, évidemment, on peut sélectionner, comme on l'a répété, comme je l'ai répété plusieurs fois, une bactérie résistante à l'antibiotique qu'on a utilisé. Et donc, la prochaine fois, si on a une nouvelle infection à cette bactérie qui est cette fois-ci résistante à l'antibiotique qu'on utilise, il va falloir qu'on aille à l'antibiotique d'au-dessus, qui va provoquer encore plus d'effets indésirables, voire au bout d'un moment, on va arriver à la limite de ce qu'on peut faire. Parfois, il faut, pour certains antibiotiques, prendre des avis spécialisés avant, donc ça va retarder beaucoup les choses. Vous voyez, c'est des choses, ça fait effet boule de neige, en fait, et on part d'un effet indésirable qui peut paraître banal, et ça peut mener vraiment après à des situations qui vont, par effet boule de neige, provoquer des situations vraiment préoccupantes et sérieuses pour le patient. Même chose, une fois qu'on a mis l'antibiotique, il est important de bien se dire que tous les antibiotiques ne se valent pas, puisqu'il y a des antibiotiques qui vont sélectionner plus que les autres, des antibiotiques qui vont provoquer des effets indésirables plus que les autres. Ici, vous voyez, je vous ai mis par exemple pour les pénicillines, donc la molécule qu'il faut surveiller dans cette famille-là, c'est l'amoxicilline acylclavulanique, donc l'augmentin, qui est quand même assez fréquemment utilisé dans les EHPAD. Ce sont des traitements qui ont quand même un coût en termes d'effets indésirables et un coût en termes de sélection, puisqu'ils vont générer des résistances en détruisant toute la flore digestive dont le tube digestif a besoin pour fonctionner. Pareil, vous voyez l'azithromycine, pareil pour les fluoroquinolones qu'il faut vraiment essayer d'éviter au maximum pour les infections urinaires. C'est ce que je vous ai mis ici, donc vraiment, sauf dernier recours, passez-vous au plus possible des fluoroquinolones. Ici, je vous ai mis, on ne va pas rentrer en détail, évidemment, on vous passera, comme je vous disais, le diapo. Et donc ici, voilà, ça vient du RPS Nouvelle-Aquitaine avec le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine qui ont fait ça. Et vous voyez qu'ici, donc plutôt privilégié dans comment dire, le probabiliste, plutôt privilégié tout ce qui est nitrofurantoïne, des choses comme ça, et vraiment adapter le traitement et en évitant au maximum les fluoroquinolones. C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est un médicament qui est extrêmement coûteux en termes de sélection et en termes d'effets indésirables. Donc finalement, quand on a pris en charge
l'infection. Alors, on a fait le CBU, on a commencé un traitement. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, pas de CBU de contrôle systématique, ça n'a pas d'intérêt, même en cas d'infection initiale grave, même en cas de situation, d'antécédents particuliers du patient de manière générale. C'est-à-dire que même un patient qui est fragile, ou alors qu'il a commencé par une pyélonéphrite, un CBU de contrôle n'a d'intérêt vraiment que si la réponse initiale n'est pas satisfaisante. Si il y a une persistance de fièvre, une persistance des symptômes, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement au bout de 2-3 jours sous antibiotiques, c'est là qu'il faut se dire, bon, il va falloir qu'on contrôle. Et donc, justement, le message très important, vraiment la chose que j'aimerais que vous reteniez de cette partie-là, c'est une antibiothérapie initiale probabiliste, elle se réévalue toujours. Voilà, souvent c'est à 48-72 heures, ce qui coïncide souvent quand vous commencez les deux en même temps, le prélèvement, le CBU et l'antibiothérapie probabiliste, avec la réception de l'antibiogramme de cette CBU. Et donc, de faire ça, ça vous permet quoi? Ça vous permet déjà d'adapter le traitement à l'antibiogramme. Vous voyez, on a commencé avec une molécule, voilà, on a dû utiliser par exemple de l'augmentin ou des choses qui sont à indication restreinte. Et ben, on va pouvoir restreindre le spectre. On va pouvoir choisir des molécules qui vont fonctionner sur le germe, puisqu'on sait que c'est sensible, sans avoir le prix de la sélection des bactéries résistantes et des faits indésirables. Parfois, on peut aussi choisir des molécules avec des durées plus courtes. Vraiment, tout ça, ça va permettre d'améliorer le profil d'effets secondaires pour le résident et de sélection de bactéries résistantes. Ça permet aussi de changer le traitement ou de déclencher d'autres explorations si on voit qu'en fait l'évolution clinique elle est défavorable initialement, comme on a vu. Là, ça permet de dire ou alors je fais un CBU de contrôle, ou alors peut-être qu'il y a de nouveaux symptômes, nouvelles présentations cliniques qui sont apparues et en fait on a pensé à une infection urinaire, mais possiblement qu'en fait il y a quelque chose qui se joue dans un autre organe, une infection respiratoire basse par exemple, et donc ça permet vraiment de se dire ok, là on a fait fausse route initialement, des nouvelles choses sont apparues entre-temps, on va switcher le traitement, on va faire d'autres explorations pour aller chercher d'autres infections, voire ça permet d'arrêter le traitement si finalement le prélèvement est négatif et qu'en plus, quand on se renseigne sur l'évolution du patient, sans forcément aller voir le résident physiquement, hein, mais juste par exemple en parlant avec l'équipe paramédicale, on peut savoir se dire, ok, bah, finalement, cliniquement ça va très bien, tout va bien, le prélèvement est négatif, j'arrête. Puisque il faut essayer d'en finir avec cette croyance qui est qu'un antibiotique commencé doit être fini. Non, c'est toujours le bon moment d'arrêter un traitement antibiotique s'il est inutile. Et il faut penser également à changer la sonde à demeure lorsqu'on réévalue, donc au bout de 48-72 heures, il faut penser à changer cette sonde à demeure, puisque comme c'est un matériel dans le corps, ça peut voilà, fixer les bactéries. C'est toujours important de changer cette sonde au moment où on switch l'antibiotique ou alors au moment où on confirme que c'est bien cet antibiotique-là. Pourquoi voilà, je vous ai dit ça, puisqu'il y a dans les répondants, donc ici vous voyez, il n'y a que les prescripteurs qui ont répondu. Il y a plusieurs choses qui me chagrinent. Sur la troisième question, qui était une question sur une patiente asymptomatique que vous avez évaluée et qui avait un examen clinique strictement normal, mais voilà, 48 heures après, vous recevez un ECBU positif à Escherichia coli. Vous avez tout à fait raison de vous dire qu'il faut faire confiance à son examen clinique, parce que aucun d'entre vous n'a répondu qu'il a raté quelque chose à l'examen. Les patients, même s'ils sont plus susceptibles, même si parfois les signes cliniques peuvent être plus frustres, si vous avez bien mené votre interrogatoire et votre examen clinique, vous n'avez pas de raison de douter de ce que vous avez fait. Mais du coup, ça m'embête d'autant plus que vous traitiez malgré tout. Traiter malgré tout, ça va créer tout ce qu'on a vu, les effets secondaires, la sélection. Vraiment, s'il faut bien prélever, regarder les résultats et réévaluer avec le CBU, il ne faut pas pour autant que ça prenne le pas sur votre examen clinique. Si vous l'avez bien mené, il n'y a aucune raison que vous ne lui fassiez pas confiance plus qu'à un examen qui peut retrouver tout à fait une colonisation. La deuxième partie donc là, de la figure avec les QCM, et donc quand comme je vous montre, dans les infections urinaires basses, en l'absence de signe de gravité, effectivement, on essaye d'attendre les résultats de l'ECBU en renforçant l'assurance. C'est très bien que vous ayez répondu ça. Mais par contre, quand on reçoit ces résultats-là, si vous aviez décidé de commencer un traitement et que vous souhaitez le continuer parce que voilà, le prélèvement est positif et que il y a une évolution qui est favorable, il faut adapter, il faut utiliser ces renseignements-là pour adapter le traitement. Là, la quatrième
le quatrième intitulé, pardon, on voit qu'en cas de pyélonéphrite, vous maintenez, il y a 22%, presque un quart des répondants qui vont maintenir l'augmentin malgré le fait que l'Escherichia coli que vous avez sur l'antibiogramme est sensible à l'amoxicilline, ce qui n'a pas d'intérêt, puisqu'au final, pyélonéphrite ou pas, si le germe il est sensible à l'amoxicilline suffira amplement. Si vous décidez de maintenir une antibiothérapie, il faut vraiment suivre l'antibiogramme et ne pas se dire, voilà, par précaution, je vais laisser l'augmentin, puisque comme on a vu, ça a un coût pour le patient, ça a un coût même pour ensuite les résistants, donc vraiment plus aussi pour la société. Donc voilà, les deux messages qui sont importants, c'est faites confiance à votre examen clinique avant le prélèvement, surtout quand vous n'êtes pas certain et qu'il y a une infection urinaire qui a priori n'a pas, votre examen clinique ne la retrouve pas. Et à l'inverse, quand vous décidez de poursuivre une antibiothérapie après réception des examens, là, il faut essayer d'utiliser cet examen que vous avez fait prélever, d'utiliser ces résultats-là pour adapter au mieux l'antibiothérapie. À nouveau, toujours un arbre diagnostique cette fois-ci quand on a réceptionné, quand on a prélevé un ECBU, que je trouve pas mal et donc comme ça, vous pourrez l'utiliser également. Si finalement on conclut, on va faire ça moitié-moitié avec Franck, donc une diapo pour vraiment les messages qu'on souhaite que vous reteniez. Le premier, pipi qui pue, c'est pas forcément une infection urinaire. Il faut toujours rechercher d'autres signes d'infection et vérifier que ce ne soit pas juste des urines malodorantes et foncées qui sont juste un signe de déshydratation quand c'est isolé. Pipi qui pue, pas de BU ni de CBU. Un examen urinaire, il n'y a pas besoin de le prescrire s'il n'y a pas d'autres signes d'infection. Il faut juste hydrater le patient, surveiller les apports, et souvent ça va résoudre le problème si c'est un signe qui est isolé. Et éviter d'utiliser des BU en EHPAD, utilisez vraiment quand vous avez besoin d'examen urinaire les ECBU. Franck, je vais te laisser faire la partie Oui. hygiène. Donc, le CBU, comme je vous l'ai dit, se réalise après 4 heures après la dernière miction et sur le deuxième jet d'urine. Il n'est pas recommandé de porter des gants stériles si il n'y a pas besoin de faire un sondage. Et je te laisse Du coup, pour la dernière, le troisième message, c'est voilà, une antibiothérapie probabiliste que vous avez initiée avant les résultats de l'examen, vous le réévaluez toujours à la lumière de cet examen-là. Ça vous permet de l'arrêter, de le continuer, de l'adapter. Et on arrête. Si c'est pas adapté, si c'est inutile, on arrête. Même si on a commencé depuis 2 jours, depuis 3 jours, c'est toujours le bon moment d'arrêter. Ça économisera les effets indésirables. Et enfin, le CBU de contrôle, que si initialement vous n'avez pas une bonne réponse au traitement, il n'y a pas besoin de le faire de façon systématique. On vous remercie. On va maintenant regarder vos questions. Je vous ai juste mis donc nos différents réseaux et notamment nos sites internet. Donc je vous ai mis, n'hésitez pas à consulter celui du CRATB où vous pourrez trouver, je vous ai mis en bas à gauche une cartographie des équipes multidisciplinaires d'antibiothérapie pour avoir des avis d'infectiologie le plus proche de chez vous avec à chaque fois les coordonnées. On a aussi un certain nombre d'affiches que vous pouvez utiliser ou d'aide à la décision, de protocoles qu'on a fait spécifiquement pour les EHPAD, et aller aussi sur le site du CEPIAS, puisque vous avez quand même pas mal de choses, aussi également des affiches qui sont utilisables sur le volet d'hygiène, notamment voilà, l'hygiène des mains, et vous avez aussi un super tableau de bord, vous pouvez avoir plein de données, notamment sur l'antibiorésistance, la consommation, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Merci beaucoup, et on va pouvoir maintenant regarder les questions. Hop. J'arrête le partage. On va regarder ensemble si vous avez des questions. N'hésitez pas. Ah, il y a eu des problèmes initialement de son. J'espère que ça a été corrigé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'onglet questions-réponses et on sera ravis d'en parler puisqu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'on vous a dites qui sont parfois confrontées à la réalité des problèmes de turnover, des problèmes de temps, des problèmes voilà, de nombre de résidents à gérer dans les EHPAD. Et on sera ravis d'en discuter avec vous, notamment de vos difficultés. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu vous dire de poser les questions pendant. Ça aurait peut-être aussi été utile.
Par exemple, moi, il y a une des choses que j'aimerais bien qu'on discute. C'est vrai que, par exemple, j'en parle parce que, en tant que médecin généraliste, c'est des choses qui nous, voilà, des problématiques qu'on a. Le fait de réévaluer les antibiothérapies probabilistes, parfois c'est difficile. Parfois, côté EHPAD, c'est difficile d'avoir le médecin pour qu'il revienne réévaluer le patient, réévaluer, regarder l'examen et qu'on fasse, voilà, qu'on prenne la décision. C'est un pouvoir que n'a pas forcément le medco, si on a un ou une. Et donc, c'est souvent un problème qui nous revient. Dans ces cas-là, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser ce que j'utilise à titre personnel, c'est la prescription conditionnelle. Donc, c'est de se dire, voilà, plutôt que de se dire, je vais prescrire un antibiotique par excès, en se disant, voilà, au cas où, donc il vaut mieux que je le mette déjà, en se disant qu'avec le turnover, parfois des trans, des choses, bah, ça va être donné au final, plutôt d'utiliser quelque chose de conditionnel, en se disant, si il y a apparition de tel, on peut mettre des chiffres, vous voyez, des choses, des chiffres tensionnels, des chiffres de fréquence cardiaque, même des scores Glasgow pour des patients confus. Et en cas d'apparition de ça dans les 48-72 heures, là, on peut commencer l'antibiotique, mais pas avant. Ça peut être vraiment des solutions qui peuvent aider et permettre au médecin de ne pas avoir à se redéplacer à nouveau s'il n'y a pas des déplacements réguliers qui sont faits ou qu'il n'y a pas la possibilité. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Voilà, je vous partageais juste ça. C'est une problématique qui nous revient souvent et que vous devez sûrement avoir. Je ne sais pas, Franck, si toi, tu as des choses dont on n'a pas discuté, que tu aimerais peut-être aborder sur le volet hygiène. Là, comme ça me vient pas, mais n'empêche que si vous avez la moindre question, donc faut pas hésiter. Là, sur le diaporama, vous avez nos coordonnées. On peut répondre à vos questions de prévention des infections. Si vous avez la moindre hésitation, faut pas hésiter surtout, hein. On répondra à votre demande. Euh, notre protocole local, Ah, attendez, j'ai une c'est bien. question. Donc notre protocole local recommande toujours la toilette urogénitale, puis antisepsie. Les équipes ne recommandent uniquement la toilette. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si c'était clair, Alors, Franck. dans quel cas Alors, pour le moment, les recommandations actuelles, hein, ça peut évoluer, hein, mais à l'heure actuelle, les recommandations sont toujours de réaliser une toilette intime à l'eau et au savon, suivie d'une antisepsie à queue ou gynécologique. Je ne sais pas si ça clarifie et que ça répond à la question. C'est vrai que parfois, oui, ça peut être difficile de se dire, bon, qu'est-ce que je suis, s'il y a des sons de cloche. N'hésitez pas effectivement à demander pour ça. Mm. Voilà, le CEPIAS, c'est des gens qui ont une expertise sur l'hygiène qui sont là pour ça. N'hésitez pas à les contacter, voir, voilà, vous voyez, on peut, même si vous avez des demandes, essayer de mettre en place des outils, des affiches, des choses pour clarifier ce genre de problème que vous pouvez rencontrer. C'est vraiment en faisant remonter des problématiques concrètes que vous avez sur le terrain et des choses qui pourraient vous aider dans votre quotidien que nous, ça nous permet, voilà, c'est ce qui nous assure d'être pertinent dans ce que l'on propose en termes de formation et en termes d'outils d'aide à la décision. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on vous a présenté ou même sur d'autres choses, d'autres problématiques en rapport avec les infections en EHPAD, l'usage des antibiotiques et l'hygiène? Si vous en avez, n'hésitez pas. J'en profite en même temps. Je fais un peu Vas-y, je t'en prie. de pub et de com. Si vous avez des questions également sur tout ce qui concerne les équipements de protection individuelle, les masques, les gants, visières, en fait, on a fait des infographies en fait synthétiques juste un recto qui vous récapitule quel équipement porter dans quel cas. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site dans documentation et c'est classé par thématique. Oui, voilà, il y a beaucoup de choses, même des choses qu'on n'a pas mis là sur la diapo, mais vraiment pour votre pratique quotidienne, il y a à la fois sur le site du CPIAS Île-de-France et du CRT Île-de-France des choses, des outils qui pourraient vous aider. Euh, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ces deux sites internet.
si vous n'avez pas de questions là dans l'immédiat, encore une fois, on reste tout à fait disponible si vous en avez par mail. On va du coup clôturer et vous libérer presque à l'heure. Et vous remercier déjà donc d'avoir rempli, enfin participé à l'enquête pour ceux qui l'ont fait, d'avoir assisté, même sans avoir participé à ce webinaire de restitution. Donc comme je vous l'ai dit, on vous transmettra donc les diapos et ce webinaire sera en rediffusion sur notre chaîne YouTube et vous pouvez aller sur le site du CPS et du CRATB, on mettra le lien vers cette rediffusion. Merci beaucoup à tous de vous être connectés. Merci Franck pour ta participation et je Merci vous Samy. souhaite à tous une bonne après-midi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.